Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, j'ai reçu Mélie-Jade Rodrigue, qui est mon amie depuis le secondaire. On a étudié ensemble au cégep, puis à l'université, on a fait notre bac en com. On a parlé de deux sujets vraiment tabous, donc de l'argent bien entendu, et de la mort. Mélie-Jade va se présenter dans l'introduction, mais je pense que c'est vraiment une personne qui vaut la peine d'être connaître, elle est vraiment colorée, puis on a vraiment eu une belle discussion qui était pas du tout triste, même si c'est à propos de la mort. Bonne écoute! Bonjour Mélie-Jade, bienvenue sur le Bonjour. podcast de Nancy. C'est gentil, merci de me recevoir. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Mélie-Jade, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de deux sujets super tabous, qui est l'argent et la mort. En tout cas, il s'agirait juste qu'on parle de sexe, puis là, ça serait comme triplement tabou, mais là, peut-être qu'on regardera ça pour une autre fois. Prochaine rencontre. Exact. Aujourd'hui, si tu veux peut-être un petit peu te donner comme c'est quoi ton travail, puis aussi pourquoi toi, tu es une experte pour nous parler de la mort. En fait, moi, je m'appelle Mélie-Jade Rodrigue. C'est moi qui est derrière le blog Vos Dernières Volontés, qui parle principalement de tout ce qui est le domaine funéraire, la mort et comment on le démystifie le tout. En fait, moi, professionnellement, je suis diplômée en communication et aussi comme professionnelle en rituel funéraire. Ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine, en plus d'avoir grandi dans le domaine avec un père embaumeur. Donc, c'est pas mal tout ça que je fais, en plus de faire de la consultation marketing funéraire et d'enseigner le marketing funéraire au cégep. Parfait. C'est ça. Dans le fond, des fois, on se dit, bon, on va partir un blog, puis il y a des sujets plus traditionnels, ça aurait pu être comme la mode, la beauté, le luxe, mais non, toi, tu as décidé de parler dans ton blog de ce que tu connais. Est-ce que tu me dirais que ça te passionne? Étrangement, oui, énormément. Je trouve ça tellement passionnant parce que c'est tellement culturel, tellement différent partout dans le monde, mais aussi, c'est probablement une des choses qui réunit le plus de monde sur la Terre parce que c'est sûr qu'on va mourir. Mm-hmm. Tout le monde vit des deuils, tout le monde perd un proche. Donc, c'est quand même quelque chose que tout le monde a en commun, mais que personne parle. C'est vrai. C'est exactement la même chose avec l'argent. C'est comme les gens, tout le monde dans notre société capitaliste, ben, tout le monde travaille pour de l'argent, puis on n'en parle pas tant que ça. Fait que c'est drôle, on a comme la même mission. Est-ce que ta mission avec vos dernières volontés, c'est comme de démocratiser, de parler de la mort? En fait, c'est vraiment d'ouvrir la discussion parce que je pense que surtout au Québec, on a vraiment un problème avec ça. On dirait que c'est pratiquement pire que l'argent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dérange les gens. Les gens veulent pas en parler. Quand on essaie d'aborder le sujet, c'est les deux mains sur les oreilles. Non, 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 non. Comme si en parler faisait mourir. Fait que Mm-hmm. donc, c'est sûr que moi, ce que je voulais, c'est un peu apporter une discussion parce que, surtout qu'au Québec, on est un des endroits dans le monde où il y a le plus de mauvais deuils qui finissent en problème, en consultation psychologique par la suite, et puis des fois même en suicide. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de parler pour qu'on apprivoise le deuil, qu'on apprivoise la mort afin d'éviter tous les problèmes qui pourraient l'être facilement en ayant juste un dialogue ouvert. OK. Puis quand tu dis au Québec, on est les pires, est-ce que ça veut dire que dans d'autres pays, il y a des gens justement qui ont plus apprivoisé la mort, puis c'est plus facile pour eux? Sur quoi on se base, dans le fond? Ah, ben c'est sûr que quand on regarde, par exemple, des cultures comme le Mexique, c'est Mm-hmm. vraiment une culture que j'aime beaucoup. Quand on parle de Dias de los Muertos, je suis pas sûre de Oui, la oui. prononciation ici, mais le 2 novembre, où c'est célébré, les gens vont dans les cimetières, il y a des costumes, il y a des offrandes, c'est parlé. Ça apporte vraiment une dimension différente. Puis il y a beaucoup de pays aussi où on voit pas la mort comme la fin, mais qu'on voit ça comme une célébration. Je sais qu'il y a des vidéos qui ont circulé souvent durant la pandémie. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui les ont vues. C'était des hommes, c'était en Afrique, je crois que c'est au Ghana, si je me trompe pas, OK. qui dansaient avec un cercueil. Ça a Oui, oui, été je l'ai vu. ça a été mis un peu à la blague sur le web, mais en fait, c'est eux voient comme on va donner un dernier départ festif à la personne, sa dernière chance de célébrer avec nous et nous de célébrer avec elle. Donc, le départ est fait de façon positive avec de la danse, de la musique. On pense aussi à la Nouvelle-Orléans qui a des parades avec de la musique dans la rue, des orchestres. Ici, c'est plus caché. On veut pas en parler. On veut pas. C'est plus difficile. Puis est-ce que tu penses que ce serait envisageable que ce soit plus facile d'en parler? Ben, c'est ça mon but et mon Oui. rêve. On va dire ça comme ça. J'espère que ce sera mon legs. Ouais. Mais je pense que il faut commencer par en parler à
à la maison. Je pense que c'est un peu comme l'argent. Quand on n'en parle pas à la maison, après ça, on fait un beau saut quand on arrive dans la vie, puis à 25 ans, on se rend compte que, oh mon Dieu, je sais pas c'est quoi derrière, je n'ai pas de série, puis je sais pas où est-ce que je m'en vais, puis comment je vais acheter une maison. Là. Mm-hmm. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de la mort. Si on n'en parle pas à la table, si c'est pas abordé, ben c'est sûr que la première fois qu'on vit le départ de quelqu'un, qu'on voit un décès, qu'on va au salon funéraire, il y a un plus grand choc que si ça avait été abordé. Pourtant, on pense souvent que les enfants sont pas prêts à ça, mais moi, je me souviens que la première fois que j'étais face à la mort, c'était quand je regardais Le Roi Lion et le papa de Simba est décédé. Ah oui. Très triste. On commence à pleurer. Traumatisme d'enfance. Non, mais au contraire, ça m'a comme donné mon Dieu, il y a une finalité. Mon Dieu, il revient pas. C'est fini après. Là. Pour le reste du film, le papa de Simba n'est plus là. Fait que ça a été... Ben là, c'est sûr que dans ma famille, c'était plus ouvert, mon père travaillant là-dedans, mais ça a été quand même un bon déclencheur de, ben oui, qu'est-ce qui arrive? Oui, on va tous mourir. Non, c'est pas nécessairement demain, mais ça pourrait l'être. Et je pense qu'il faut ouvrir le dialogue pour que les enfants comprennent dans leurs mots, mais après ça, il faut aussi l'ouvrir pour que les adultes le comprennent un jour. Ben oui. Je pense que les enfants comprennent beaucoup plus qu'on pense souvent, puis justement, même si les enfants, faut pas trop les infantiliser, puis être capable d'en parler. Là. Exactement. Puis on entend souvent des gens qui veulent pas amener leurs enfants à des funérailles, mais tout ce que ça fait, c'est qu'ils sont privés d'un au revoir aussi qui est important. Donc, je pense que c'est toute notre culture vis-à-vis la mort, comme c'est vu simplement comme du négatif, il faut le cacher, contrairement à ça devrait être, c'est la dernière fois qu'on peut voir la personne, célébrons-le. Mm-hmm. Ça, je comprends bien le concept, puis c'est sûr qu'il faut qu'on en parle plus. Une chose que je me demandais, puis ça, tu pourras répondre à ma question, est-ce que c'est plus commun maintenant de justement faire ces arrangements soi-même? Moi, je sais qu'autour de moi, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à faire ça, mais est-ce que c'est répandu? Est-ce que c'est une nouvelle mode, disons, entre guillemets, mode? Là? Ben, j'aime le mot mode quand on parle de funéraire. Mais, il y a des cercueils à la mode de temps en temps, c'est drôle. Mais non, en fait... oui, c'est quand même récent. Là, quand on parle de récent, on parle pas de 2-3 ans, on parle de récent quelques dizaines d'années, dans le sens où, avant, les gens avaient juste une option. Il y avait un salon funéraire, il y avait le curé qui allait à l'église, puis il y avait le cimetière. C'était le même passage pour tout le monde, c'était la même cérémonie pour tout le monde. Mais maintenant, les gens ont tellement d'options que des fois, ça peut devenir mêlant aussi. Donc, de plus en plus, oui, il y a des gens qui font leur arrangement à l'avance, mais c'est sûr qu'il y a maintenant tellement d'options. Il n'y a pas juste le fait de faire des arrangements préalables. Il y a aussi maintenant de l'assurance funéraire. Il y a aussi des dépôts de volonté qui impliquent qu'on ne paye pas, mais on dit qu'est-ce qu'on veut. C'est comme un sort de testament mortuaire, si on veut. Et c'est quoi? Reviens sur le terme que tu as dit de l'assurance. Qu'est-ce que tu De l'assurance funéraire. Ça veut dire quoi? Ben, en fait, c'est un peu dans le même concept qu'une assurance vie. Je dirais, là, je suis vraiment pas la pro de l'assurance funéraire directement, mais je sais que c'est offert par certains salons funéraires ou c'est offert aussi directement avec des gens qui font ça comme des entreprises distinctes. Puis, ce que ça fait, c'est que dans le fond, qu'on se dit, pour mes funérailles, j'aimerais que ce soit, mettons, couvert en tel montant environ. Et puis, on paye comme une assurance vie, que c'est une assurance que si on décède, on a nos arrangements après ça. C'était un peu nouveau, ça. Ça, c'est nouveau, OK. Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que c'est cher à mourir? Tu sais, souvent, on entend ces mythes-là. Est-ce que c'est cher? Ou, mettons, d'autres mythes qu'on entend, c'est que, justement, les personnes qui font des arrangements funéraires, je veux pas mâcher mes mots, là, c'est peut-être trop dit, mais que c'est des voleurs. Ou qu'ils profitent des gens quand ils sont down. Ça, est-ce qu'on peut en parler? On peut en parler parce que c'est quelque chose qui me fâche un peu parce que je vis du domaine funéraire. En fait, est-ce que ça coûte cher mourir? Je dirais, la première question, c'est est-ce que ça coûte cher vivre? Oui. Donc, c'est sûr que je pense que mourir, techniquement, coûte moins cher qu'une année dans une vie. Donc, qu'est-ce qui coûte plus cher, être mort ou être vivant? C'est à vous de le définir. Mais plus précisément, je pense que le problème, c'est on a de la misère à associer une valeur à toute l'organisation des rituels funéraires, contrairement à... J'ai une de mes collègues qui me donnait un exemple qui disait, moi, dépenser quelques centaines de dollars pour un sac à main, ça me dérange pas, ça me fait plaisir, ça me rend heureuse. Contrairement à si j'ai une crevaison puis ça me coûte 100 dollars, là, je ne suis pas heureuse puis ça m'a coûté cher. C'est une notion de est-ce que ça a une valeur pour la personne, contrairement à je veux pas l'ostiner, mais un sac à main, ça n'a pas grande valeur, là, techniquement, un ajout à ta vie, contrairement à un pneu qui te rend en sécurité dans ton déplacement.
Mais je pense que c'est un peu cette notion de valeur-là qu'on n'a pas au Québec, qu'on a de la misère à voir, parce que justement, on a tellement de méconnaissances, on connaît pas ça, on sait pas ce que ça implique, on sait pas tous les bienfaits des rituels funéraires par rapport au processus de deuil, puis à la santé mentale des gens. Donc, on perçoit pas cette valeur-là. Il y a aussi le fait que au Québec, on n'est pas habitué à payer. OK. Pas méchamment, mais quand on regarde, par exemple, le discours de « ça coûte cher mourir », c'est pas un discours qu'on retrouve souvent aux États-Unis, par exemple, où eux, naître, ça coûte quelque chose. C'est vrai Ça qu'on coûte rien. Après ça, être malade aux États-Unis, ça coûte quelque chose. Être malade au Québec, ça ne coûte rien. Exact. Donc, on n'a pas la notion, quand on est, mettons, la prise en charge du corps de la naissance à la mort, jusqu'à la mort, on est habitué que le gouvernement paye, même si techniquement, c'est tous qu'on paye pour ça. Mais on le voit pas, on le voit moins. Mais on le voit pas, c'est ça. On ne reçoit pas la carte de crédit, donc on l'oublie. Donc, c'est sûr que cette notion-là est un peu difficile après ça quand on arrive puis que ben là mourir ça coûte quelque chose, c'est pas ancré. Donc ça c'est un problème. Après ça, la notion de le domaine funéraire c'est des voleurs, ça me fait vraiment rire parce que c'est pas un domaine qui est si lucratif premièrement. Okay. Les marges de profit sont assez minces. C'est en moyenne 10-12% au Québec. OK, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup quand on compare à des industries. Si vous rentrez dans un dentiste ou une lunetterie, je vous confirme que c'est un peu différent. Mais c'est aussi que les gens ont demandé le type de service qui est coûteux. Par exemple, les gens ne voulaient plus aller à l'église, ils voulaient que ce soit fait tout sur le même toit, tout au salon funéraire. Fait que c'est correct, si les gens ont le droit de vouloir ce qu'ils veulent, mais ça fait en sorte que les salons funéraires ont été obligés de se bâtir une chapelle. Bâtir une chapelle, ça coûte pas 1000 $. Ça doit être un peu dispendieux. C'est dispendieux. Et puis après ça, quand on choisit pas quand on décède, mais on veut que la personne qu'on appelle au salon funéraire soit là 24 heures sur 24 pour nous répondre si jamais ça l'arrive. On veut être pris en charge, on veut de l'accompagnement. Mais c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui est présent à tous les heures, c'est toutes des notions des fois que quand on voit juste l'événement qui est arrivé, c'est des choses qu'on ne prend pas en considération. Puis on voit pas non plus le travail qui est fait à l'arrière, mais aussi une part de responsabilité de l'industrie funéraire qui a tellement peur de se faire confronter un peu là-dessus parce que la plupart des gens, c'est vraiment des gens de passion. C'est des gens qui sont très, très, très formés sur le deuil puis sur l'accompagnement. Puis c'est des gens qui ne veulent pas brusquer les gens, c'est rarement des comptables. Donc c'est sûr que cette notion-là est un peu évitée. Puis c'est quelque chose qu'on devrait en parler plus. Comment ça coûte? Ben ça dépend où tu meurs, ça dépend qu'est-ce que tu veux. C'est sûr que si on parle juste d'aller chercher le corps, crémation, on s'en débarrasse carrément. Hein. Désolée du terme, mais c'est un peu ce qu'on voit souvent. Ben c'est sûr que ça coûte pas très cher. Le gouvernement donne au décès un montant selon ce que les gens ont travaillé jusqu'à 2000, 2500 environ. Puis c'est pratiquement couvert là-dedans. Donc techniquement, mourir, ça ne coûte rien. Ce qui coûte quelque chose, c'est les rituels qu'on veut faire. C'est comme si on compare ça au mariage. Se marier, ça coûte rien. C'est un papier au palais de justice qui coûte 200 $. Mais pourtant, la moyenne est d'à peu près 20 000 au Canada. Fait que ouais. Donc, faut voir ça comme c'est un dernier au revoir, c'est des rituels. C'est plus que juste mourir. C'est pas ça qui coûte quelque chose. C'est l'importance des rituels. Donc, c'est sûr que c'est un peu ça le concept. Puis, moi, ça me fait rire quand les gens disent « Ah, mais ils profitent du malheur des autres » ou de quoi de même. Ben, premièrement, il y a personne qui veut le faire soi-même. Ben, il y a personne qui... Puis même, il y a personne qui veut... Il y a pas grand monde qui veut le faire ce domaine-là en général, travailler dans ce domaine-là en général. Donc, c'est sûr que quand on dit qu'il y a le malheur et tout ça, mais en même temps, ça prend des gens pour le faire, ça prend des gens formés, puis c'est ça qu'on veut. Puis aussi le fait que, je compare souvent ça à la médecine. S'il n'y avait pas de monde malade, les médecins n'auraient pas de job. C'est quand même négatif aussi. Fait que ça dépend de notre perception. On voit les médecins comme ils essayent de sauver, ben on peut voir aussi les gens qui travaillent dans le domaine funéraire comme ils essayent de rendre un dernier au revoir respectueux à la personne, puis de donner l'occasion à tout le monde de pouvoir dire ses au revoir puis de faire son deuil de façon saine par la suite. Puis aussi avec les marges que tu as dit, ben avec le 10-12%, c'est une vocation, là. Puis c'est pas tout le monde qui le ferait aussi. C'est comme un peu comme être dans le domaine médical. C'est certain qu'il y a des coûts rattachés à ça. Puis c'est des choses que j'avais pas pensé, mais c'est vrai que 24 heures sur 24, il faut que ton staff soit là, puis ton personnel, puis
je sais pas c'est quoi les niveaux d'employés dans un salon, mais c'est ça, 24 heures sur 24, c'est quand même pas rien, c'est pas qu'on n'y pense pas. Ouais, puis tu sais, c'est surtout des détails, comme tu sais, on veut que les personnes qui aillent chercher, par exemple, la personne décède en CHSLD ou à l'hôpital, peu importe, ou à la maison, on veut qu'il y ait des gens qui aillent la chercher pour pas qu'elle reste là pendant 2 jours. Ben, ça prend des gens disponibles. Après ça, on veut que ce soit des gens professionnels, pas Bob Gratton qui arrive avec des culottes à moitié des fesses. Là. Tu sais, on veut que ce soit quelqu'un qui a l'air professionnel. Donc, c'est sûr que veut pas, ça occasionne des frais. Puis le domaine funéraire, il y a aussi des options qui sont vraiment pas chères, mais il y a des options aussi qui sont très chères. Je compare ça un peu comme un restaurant. Que quelqu'un qui va chez McDonald's ou quelqu'un qui va, par exemple, je connais pas les restaurants de toute la province, mais au Bâton Rouge, il y en a un peu partout. C'est sûr que à la fin du repas, les 2 personnes n'auront plus faim. Mais ils n'auront pas eu la même expérience et ils n'auront pas le même feeling en dedans, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que c'est un peu la même chose avec le domaine funéraire. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les goûts, puis il y en a dépendamment de tous les budgets aussi. Puis, tu sais, comme là, au Québec, tu as dit, on n'est comme pas habitué de payer, puis aussi, on n'est pas habitué de charger, je dirais même. On a vraiment des gênes là, à ce propos-là. Je dirais même que c'est des lacunes parce que justement, si tu charges plus cher, tu peux donner un meilleur service. Fait que moi, je trouve ça, c'est tout bénef. Est-ce que d'ailleurs, dans le monde, il y en a il y a des pays qui justement, c'est plus business puis que là, tu sais, ils ont disons, des meilleures marges puis c'est d'une manière, c'est comme plus célébré, mais tu peux avoir une funéraille à, je sais pas, moi, 100 000 $. Ben, ce serait possible. Là. Il existe des cercueils en or, ça l'intéresse les gens. Et même la possibilité de se faire momifier traditionnellement. Okay. Je pense à Las Vegas. Anyway. Mais c'est sûr qu'il y a des endroits dans le monde où, par exemple, aux États-Unis, c'est sûr que en général, les factures sont beaucoup plus élevées qu'ici parce que c'est vu différemment aussi. Quand on pense, je pense que c'est le Japon aussi qui sont quand même très proches de leurs aînés puis qui valorisent beaucoup. Et la vieillesse n'est pas cachée non plus comme ici. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est un peu, il y a plein d'endroits dans le monde où c'est vraiment différent. En Inde, les rituels sont immenses aussi. Il y a des pays, je sais pas exactement lequel en Amérique du Sud, mais je sais qu'il y en a que les gens veulent tellement offrir un dernier au revoir important à leur famille qu'il y en a qui s'endettent pour pouvoir offrir ça à leurs parents si jamais ils n'ont pas les moyens directement. Donc, c'est sûr que là, on parle à l'opposé de nous, là. Mais c'est sûr que ça varie selon... C'est très culturel, je dirais, les funérailles, bien sûr. Mais c'est la même chose, tu sais, tout à l'heure, c'était un beau parallèle avec le mariage. Il y a plein de gens qui s'endettent pour le mariage, puis... Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, on regarde... Tu sais, des fois, les gens qui sont un peu choqués, par exemple, que, je sais pas, de payer, là, je dis un montant fictif, mais par exemple, 5 000 $ pour des funérailles, mais que l'année d'avant, ils se sont mariés, puis ça a coûté 25 000, puis ils disent, ben, je paierai pas ça pour des funérailles, c'est juste une journée. Mais ton mariage aussi. Ouais. Techniquement, ça reste que tu as payé pour un party. Exact. Ça reste ça. Oui, il y avait plus que ça, c'est des rituels. C'est un rite de passage important. Mais moi, je vois la mort de quelqu'un comme un passage important. C'est la fin un peu, mais c'est aussi le début d'un deuil pour tous ceux qui restent. Donc, je trouve que c'est quand même un moment important qui devrait un peu être plus regardé. Je crois pas que c'est nécessairement juste une question d'argent, mais juste une question de regarder l'importance aussi. Ben oui. Puis comme, c'est plate à dire, mais tu sais, même si t'as la plus grande funéraille puis t'as tout l'argent du monde, ça reste que c'est un moment qui est vraiment difficile. Fait que tu sais, c'est sûr que si tu peux, disons, rendre le tout un peu plus agréable, justement, puis être encadré avec des professionnels qui vont t'aider dans le deuil, ben là, c'est comme pas le temps de cheap out. En tout cas, à mon humble avis, c'est pas le temps de cheap out puis essayer de, comme, tourner les coins ronds, là, pour pas que ça coûte trop cher. Comme par exemple, il y a des gens, des fois, qui optent pour la crémation au lieu de faire une exposition du corps avant la crémation. Parce que là, on va sauver ces frais-là. Je me dis, OK, bon, c'est un choix personnel. Sauf que tous les spécialistes du deuil s'entendent à 100% pour dire que c'est super important de voir le corps. La visualisation du corps, c'est ce qui fait un peu, qui active un peu le choc de oh mon Dieu, puis qui met fin au déni de oh mon Dieu, c'est vrai, la personne est décédée. Donc, c'est vraiment utile pour le deuil. Les deuils sont toujours meilleurs. Ben, toujours. Je veux pas généraliser non plus. Il y a des deuils difficiles. Mais en général, c'est plus facile de faire un deuil après avoir vu le corps de la personne décédée une dernière fois. Mais là, après ça, ce qui est bien dommage, c'est que les gens se disent, ah, ben, parfait, j'ai sauvé X montant d'argent. Mais après ça, ils sont en thérapie pendant 3 ans de temps parce qu'ils ont fait un deuil difficile puis qu'ils sont pas capables de passer à autre chose. Fait qu'à un moment donné,
Euh, Il y a comme le argent-là, bac. c'est un moment donné, c'est ça. Fait que ça dépend quel professionnel tu veux payer, je pense. C'est drôle. Mais c'est correct. Ouais, je trouve ça le fun parce qu'on en parle, puis c'est sûr, c'est un sujet qui est quand même lourd, hein, on se le cachera pas, mais on est capable de un peu en rire puis de comme vraiment relativiser. Fait que je pense vraiment que c'est important que les gens écoutent. Est-ce qu'il y aurait d'autres mythes par rapport à l'argent que tu voudrais qu'on parle? Oui, bien sûr. Il y en a plein. Oui, par exemple, je vois aussi des fois des gens qui pensent que faire les arrangements préalables, c'est pour les gens plus fortunés. Tandis que moi, je le recommande à l'inverse. OK. Quand là, je mets encore un montant fictif, quelqu'un décide de faire ses préarrangements pour 6 000 OK. Qu'est-ce qui est intéressant avec des préarrangements, c'est qu'on va sauver l'inflation. Donc, on paye le montant de la funéraille au coût d'aujourd'hui. Si on meurt dans 20 ans, on n'aura pas l'inflation de tous ces 20 ans-là sur le service funéraire. Par exemple, vous voulez un cercueil en bronze. Ben là, le bronze a augmenté pendant des années. Ah, c'est pas grave, vous l'aviez payé à ce prix-là, c'est réglé. Même chose au niveau des services et tout ça. Donc, c'est économique en général. Surtout si on les fait, mettons, par exemple, 20 ans avant le décès, c'est super économique. Sauf que moi, les gens à qui je recommande le plus de faire des préarrangements, c'est les gens que, je dirais que peu importe ce qu'ils gagnent, ils le dépensent. On a tous des gens comme ça dans notre entourage. On dirait que l'argent leur brûle les doigts littéralement. Donc, si on prend un arrangement préalable qu'on peut payer sur X nombre de temps, là aussi, c'est quand même facile d'étaler les paiements. Ça fait en sorte que l'argent sort automatiquement. C'est comme le même principe que se mettre de l'argent de côté pour ses REER, on va dire ça comme ça. OK. En le mettant d'avance comme ça, les gens ne le dépensent pas. Donc, les gens qui sont un peu moins fortunés, qui ont tendance à dépenser plus facilement, je dirais que les préarrangements, c'est vraiment, mais vraiment une bonne option pour sauver cet argent-là. Tandis que, tu sais, les personnes beaucoup plus fortunées, ce 6 $-là, s'ils l'avaient placé avec un investisseur ou de quoi de même, puis qu'il leur avait rapporté 5 % par année, ben, c'est plus rentable que de mettre dans des préarrangements. Mais il y a aussi la notion est-ce qu'on veut que nos volontés soient respectées? Parce que c'est surtout quelque chose qui motive les gens en ce moment, c'est le respect de leur volonté. Puisque c'est pas vraiment discuté à la maison ou avec les proches, ben ils disent comme ça va être réglé, tout ce que je veux est là. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, on oublie de demander à nos proches qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce que oui, c'est nous qui meurent, mais on est la personne qui n'assistera pas à cette cérémonie-là. Donc, c'est important de penser aux autres. Donc, je pense qu'il faut faire attention même faire ses préarrangements, ça veut pas dire ne pas en parler. C'est quand même important d'en parler. Faut pas que ce soit un secret. Non, faut pas que ce soit un secret. Puis surtout, on ne sait pas combien de fois c'est arrivé que des chicanes de famille. Non, maman voulait être enterrée. Non, maman voulait avoir une crémation. Elle voulait être dans le columbarium. Personne ne le sait. Puis, faut faire attention. Mon mythe préféré. Vas-y. Les gens disent, j'ai pas besoin d'en parler, c'est dans mon testament. Je sais pas combien de fois j'ai entendu ça. Puis, c'est vrai, habituellement, parce que je comprends pas pourquoi. Habituellement, le notaire demande une partie que ça parle des arrangements. Mais la plupart du temps, le testament est ouvert après les funérailles. Donc, à quelle valeur ça a? T'sais, on ouvre le testament. Elle voulait être enterrée. Ben, elle est rendue dans le columbarium. Il est trop tard, c'est ça. Il est trop tard. Donc, oui, c'est important de faire son testament. Tout le monde fait votre testament. Mais il y a d'autres étapes. Il y a d'autres étapes. Puis c'est pas joignez un arrangement préalable à ça ou une bonne discussion familiale. C'est deux choses qui devraient être pas mal discutées, mettons. Puis c'est drôle, hein? Puis je sais pas à quel âge tu devrais commencer de parler de ça. Tout de suite, j'imagine? Il n'y a pas d'âge? Ben, il n'y a pas d'âge. Là, c'est sûr que, mon Dieu, moi, genre 30 ans dans une semaine, puis tout le monde sait exactement qu'est-ce que je veux. C'est sûr que, moi, puisque je le lis souvent en plein visage, c'est différent. Mais je me souviens, un moment donné, je suis allée rejoindre mes amis avant la pandémie dans un bar pour aller jaser. Et puis, la première chose que je leur ai dit, c'est « mon Dieu, les filles, j'ai trouvé mon cercueil. » Et puis, tout le monde était comme « Quoi? » Je disais « Mais il faut que je vous le montre, il est tellement beau. » C'est un beau cercueil en bois de grange recyclé qui a vraiment rustique. Pinterest style, là? Il est tellement Pinterest, mais c'est sûr que moi, j'aime les vieilles maisons, les antiquités et tout, fait que ça fitait parfaitement avec moi. Avec l'intérieur interchangeable, il peut être en petit carotté rouge ou il peut être en soie, il est parfait.
Mais c'est sûr que vous n'êtes pas obligé nécessairement d'arriver dans votre souper de famille avec la photo du cercueil que vous voulez. C'est peut-être un début de discussion un peu agressif. Mais d'en parler, c'est quand même important. Moi, je me souviens, c'est quand même une conversation que j'ai eue avec mon conjoint. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Puis, pas pour être négative, mais en ce moment, il est parti, on touche du poids. Ça se pourrait qu'il y ait un accident de voiture en revenant. Ça se pourrait qu'il arrive quelque chose. Ça pourrait qu'il y ait un diagnostic la semaine prochaine qu'on n'aime pas. Donc, c'est quand même quelque chose, tu sais, on n'a pas une date d'expiration qui est tout le monde meurt à 99,600. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est quand même important d'en parler parce qu'on sait jamais. Puis, c'est que ça facilite aussi, c'est que ça facilite la vie de ceux que vous laissez derrière quand vous en parlez. Si les gens n'ont pas d'idée de ce que vous voulez, ben c'est sûr que ils vont être complètement anéantis sur le choc de vous perdre et d'avoir à prendre toutes ces décisions. Et c'est souvent là que les gens ont un problème avec les coûts que ça coûte. C'est qu'ils arrivent avec aucune idée, aucune recherche, aucune notion de c'est quoi un salon funéraire, aucune notion de c'est quoi une funéraille, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on spécie. Donc, il y a tellement aucun rien. Donc, sous le choc de on sait même pas quoi acheter parce qu'on en a jamais parlé, ben les gens ont tendance à acheter des choses des fois superflues. Et là, d'avoir l'impression d'en avoir acheté trop, justement, avec le recul, puis ils se sont dit, mais j'étais sur le coup de l'émotion. C'est vrai, mais en même temps, vous avez eu plusieurs années pour en parler, c'est vous qui n'avez pas parlé. Je comprends. Puis le directeur de funérailles, lui, vous a offert tout ce qu'il avait, mais c'est un peu votre faute de ne pas en avoir parlé pendant les 45 dernières années, tu sais. C'est une journée, là. Fait que c'est quand même important d'en parler. C'est justement une bonne notion, une bonne façon de sauver de l'argent, c'est d'en parler puis de dire qu'est-ce qu'on trouve nécessaire, qu'est-ce qu'on trouve pas nécessaire, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas. Par exemple, il y a des gens pour qui avoir plein de fleurs à leur funérailles, c'est significatif pour eux. Mamie, elle jardinait, puis c'était important, puis c'est ça qui la représente. Fait que ça, cette dépense-là, elle a de la valeur. C'est ça. Mais c'est ça. Après ça, grand-papa, c'était un fan de musique, il écoutait ses vinyles en permanence. Ben, d'avoir de la musique live à des funérailles, ça peut être quelque chose qui a une valeur ajoutée importante. Mais c'est sûr que peut-être pas pour grand-maman qui jardinait. C'est pour ça qu'il faut en parler pour vraiment avoir acheté les bonnes affaires. Je comprends. Aussi, juste pour revenir sur le concept que tu as amené, tu disais de payer ses arrangements tout de suite. Est-ce que ça, dans le fond, on va voir directement une maison funéraire quelconque, puis eux peuvent nous arranger comme un plan de paiement, comme la manière que tu expliquais, c'était comme 6 $ par mois, ou c'est directement avec, on dit des chiffres, ronds, là. C'est 99 cents par mois. Non, mais est-ce que c'est directement avec les maisons funéraires? Oui, directement avec les maisons funéraires. La plupart, la grande majorité, je ne veux pas dire la totalité parce qu'il y en a qui en font pas, parce qu'il y a aussi certaines notions culturelles. Il y a des cultures pour qui les préarrangements, ça se fait pas seulement. Puis, je pense que ça dépend, mais la grande majorité des maisons funéraires peuvent vous offrir une grande variété d'arrangements préalables. Puis, il y a plusieurs, je dirais, niveaux d'arrangements préalables. Okay. On peut décider de simplement, par exemple, payer pour le cimetière, que ce soit déjà réglé. Okay. Où est-ce qu'on va aller après? Ça, c'est réglé. On peut le régler. Ou on peut décider de s'organiser pour la funéraille, mais de laisser le cimetière au goût de la famille, comme ils choisiront rendu là, ou dépendamment, on ne sait pas. Si on déménage ou... Exactement. Puis, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut aussi prendre un préarrangement pour juste payer les choses de base en disant s'ils auront besoin de plus, juste marquer dans le bas, genre, le reste, faites ce que vous voulez. Tu t'organises avec tes trous. Non, pas dans ce sens-là, mais plus dans le sens lorsque vous avez besoin qu'on vous aide. Mais il y a aussi, par exemple, il y en a aussi à l'inverse ils font ça littéralement béton de A à Z. Il va se passer ça, telle heure, pratiquement, un peu plus, puis il y a le jour de la semaine dedans. OK. Et à la fin, c'est marqué genre que c'est échangeable. Parce que techniquement, c'est un contrat. Donc, il faut toujours quand même prendre en considération. C'est pour ça que je dis que c'est important d'en parler aux autres. Parce que ça reste un contrat qui a été pris. Il y a eu un jugement de la Cour l'an dernier ou l'autre année d'avant. Une famille qui voulait changer un préarrangement, puis ça n'a été pas autorisé. Justement parce que c'est un contrat qui est entendu. Puis c'est un peu, c'est la même valeur que si la personne avait marqué dans son testament. C'est ses volontés qui sont là. Donc, ça a gagné en cours. Donc, c'est pour ça que je recommande beaucoup d'en parler avec vos proches parce que si jamais
vous prenez un arrangement qui leur convienne pas, au niveau de leur deuil, je parle, ils vont avoir de la difficulté à le changer. Puis c'est ça qui est triste après ça. Donc, c'est important d'en parler et après ça, vous pouvez... puis ça a l'air bizarre de dire ça comme ça, mais c'est pas obligé de se faire en secret des arrangements préalables. Ça peut être fait de façon très ouverte. Il y a beaucoup de salons funéraires qui s'offrent même de se déplacer à domicile pour venir en parler avec votre famille, puis que ce soit fait de façon communautaire et intéressante. Wow! Ça, c'est un service que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Non, ben, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire leur arrangement préalable seulement parce qu'ils ont peur de rentrer dans un salon funéraire. Okay. Ça dérange beaucoup de gens. Moi qui ne comprends pas parce que je vis simplement de salon funéraire, mais donc c'est quand même quelque chose d'intéressant de demander est-ce que vous pourriez me venir chez moi, est-ce qu'on pourrait le signer à l'extérieur? Ben là, peut-être qu'en ce moment avec le COVID, je ne sais pas trop, mais en général, je sais que maintenant, je sais qu'il y a des entreprises funéraires qui faisaient leur rencontre générale toutes par Zoom maintenant, donc il y a pas de possibilité. Et si vous avez peur d'être dans un salon funéraire, il y a possibilité de faire autrement aussi. Je comprends. Dans le fond, l'industrie essaie vraiment d'accommoder le plus possible les personnes, leurs clients, disons-le. C'est une industrie qui a pris du temps à s'adapter, pas méchamment, mais dans le sens que c'était tellement quelque chose de coutume, tradition, c'est quand même assez un gros décorum autour de tout ça. Mais depuis les dernières années, honnêtement, je suis fière de l'industrie funéraire au Québec. Il y a eu beaucoup d'ajustements au niveau, par exemple, de la vidéodiffusion des funérailles. OK. C'était prohibé avant? C'était juste... Les gens n'étaient pas à l'aise avec ça non plus. Genre, ben là, pourquoi vous allez mettre ça sur Internet? C'est sûr que quand on parle de funérailles, on pense souvent que la plupart des gens sont plus âgés. Puis que je regarde, si je mets une photo de voyage sur mon Facebook, mon père me dit « Fais attention, les gens vont venir voler ta maison. » Je pense que c'est un peu le même concept, que les gens ont un peu peur de l'Internet parfois quand ils sont un peu plus âgés. Mais maintenant, surtout avec le COVID, ça a vraiment aidé. Maintenant, c'est pratiquement offert partout. Parce que quand on pense en ce moment exclu encore une fois le COVID, les gens voyagent beaucoup. Les gens sont dispersés aussi. On a de la famille aux quatre coins de la province. Puis des fois, on a des obligations de travail qui font en sorte qu'on ne peut pas se déplacer pour une funéraille. Mais on aurait aimé ça être là. On aurait eu besoin de dire au revoir à la personne. Puis maintenant que c'est en vidéodiffusion un peu partout, c'est vraiment intéressant, là. Je sais qu'il y avait une funéraille à Montréal, que c'était une personne qui venait de la Colombie, je crois. Et puis, il y avait eu des centaines de personnes qui s'étaient rassemblées puis qui avaient fait une cérémonie en Colombie en diffusant la funéraille qui avait lieu à Montréal. Puis je trouvais ça vraiment... C'est beau, ben oui. C'est beau de voir ça. Puis ça prouve à quel point les gens en ont besoin. C'est pas parce qu'on n'est pas à côté qu'on n'a pas besoin de dire au revoir à la personne. Puis maintenant, la technologie nous le permet, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Peu importe le médium, c'est sûr que ça a le même impact. Puis c'est intéressant aussi tout ce que tu as parlé par rapport au deuil, de comme ça l'aide vraiment au deuil, comme la funéraille. Donc, c'est vraiment intéressant. Je sais qu'on peut en parler encore vraiment longtemps. J'aimerais ça que tu termines sur c'est quoi ton blog exactement, puis qu'est-ce qu'on peut lire dessus? En fait, on a des articles à tous les jeudis. Okay. Donc, à chaque semaine, un article au moins. Et puis, c'est très varié. On a c'est quoi les risques de la crémation directe, à quoi porter à des funérailles, c'est quoi la signification de chaque fleur à offrir à un décès, à comment écrire un message de condoléances, comment envoyer des condoléances sur Facebook. Est-ce qu'on enterre réellement les gens 6 pieds sous terre? Je pense que c'est assez varié. Ça touche, c'est sûr, bien sûr, tout ce qui est par rapport au deuil et à la mort et au salon funéraire. Mais ça l'explique, ça démystifie. Et en plus, c'est que ça vous engage à rien ça l'ouvre les discussions aussi. Des fois, ça peut vous donner des petites pistes. On a des articles sur comment aborder la mort avec vos proches ou quoi dire à quelqu'un en deuil. Donc, c'est une belle ressource. Parfait. Mais c'est ça, c'est dans le fond, ça vient faire vraiment la boucle sur ta mission de simplement juste en parler puis de plus démocratiser, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais d'ouvrir la discussion. Exact. C'est bien dit. Oui. Puis juste pour finir, j'aurais une petite anecdote à raconter. Oui, vas-y. Qui lie en fait nos deux sujets parfaitement, l'argent et la mort. Je dirais que dans ma vie, les deux plus grandes chicanes que j'ai vues, un était lié au fait que la famille ne savait pas ce que la mère voulait et tout le monde s'ostinait
Et c'était pas beau, là. Mhm. C'est à coup de beaucoup de sacre et tout. C'était une belle grosse chicane familiale, juste pour savoir qu'est-ce que maman voulait, dans le fond. Et la deuxième que j'ai vue, la plus grande chicane, était, également des funérailles, bien sûr, était liée à l'argent, bien sûr. C'était une chicane monumentale sur qui était dans le testament, à quel niveau et tout ça, juste à côté du cercueil. Parce que Mhm. c'était pas chic, on va dire ça comme ça. Mais ça fait en sorte que ces personnes-là ne parlaient pas d'argent ou ne parlaient pas de la mort. Et ça s'est terminé en un moment qui a sûrement dû être traumatisant pour leur vie, honnêtement. Mhm. Donc, si j'avais un conseil à donner à tous les gens ce soir, c'est parler d'argent, parler de la mort, puis garder le sexe pour demain. Génial. C'est une belle conclusion. Mais c'est super. Puis, tu sais, je vais revenir sur ton anecdote, mais c'est ça, imagine ces personnes-là que s'il y avait eu juste une petite conversation, là, vraiment comme 5 minutes, bon, ben, c'est ça que j'aimerais ça avoir pour mes funérailles, ben là, ça l'aurait comme réglé toute la chicane. Puis là, tu peux jamais avoir ce moment-là à côté du Non. cercueil. Donc, c'est un pensez-y bien. Ouais, un pensez-y bien. Puis c'est surtout un dernier conseil aussi, parler de la mort fait pas mourir. Mm. Parler de l'argent ne fait pas en sorte que vos enfants vont voler des banques. Mhm. Euh, et parler de sexe à table fait pas en sorte que vous allez attraper une maladie vénérienne dans votre sommeil. Donc, je pense que c'est un peu le concept de parler de n'importe quel sujet, ça devrait être ouvert. Et vu que vous allez tous mourir, je vous recommande d'en parler. Super, Jeanne. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bye bye.